Je me suis rendu compte que c'était vraiment bizarre parce que je me suis dit, mais en fait, on est toujours en train de parler d'écologie, enfin en tout cas dans notre région, qui est une région quand même où il y en a beaucoup. Et puisqu'on est dans Dordogne, dans le Périgord, donc dans une campagne qui est vraiment une campagne, quoi. Et donc il y a beaucoup de gens qui parlent d'écologie sans s'apercevoir que en fait, si les plantes poussent, s'il y a des couleurs, s'il y a des odeurs, mais c'est parce qu'il y a des êtres de la nature derrière. Donc on peut collaborer, on peut se dire, d'accord, on va faire pousser avec de l'amour les plantes, on va leur donner des choses naturelles, ok, mais on oublie en même temps que derrière, il y a des entités qui, elles, travaillent pour que ce soit comme ça, pour qu'on ait une terre aussi belle, pour qu'on ait un monde aussi fantastique. Et d'ailleurs, ils sont sensibles au fait qu'on ait de la reconnaissance pour eux. Ah. Parce qu'en fait, sans eux, je veux dire, sans les êtres de la nature, sans les elfes, il n'y aurait pas de couleur, on n'aurait pas d'odeur. Par exemple, les odeurs des fleurs qu'on sent, ça n'existerait pas. D'accord. Les racines des arbres sont quand même les gnomes qui s'en occupent. Ils s'occupent de toutes les veines de la terre, de toutes les veines aurifères aussi, enfin les métaux. Mais par exemple, ils aident les mineurs. Mais ils s'occupent de tout ça, mais ils s'occupent aussi des racines des arbres. Et s'ils s'en occupaient pas, on n'aurait pas cette végétation. Et c'est ça dont les gens ne se rendent pas compte. Le mystère des disparitions et apparitions d'objets s'explique par l'intervention de l'invisible, et plus précisément par celui de certains esprits de la nature. Dans d'autres cas, c'est l'intervention d'une âme de désincarné qui agirait de la sorte pour essayer d'entrer en contact avec vous. Mais revenons un peu à nos esprits de la nature. Les esprits de la nature font partie du processus de la création. Ils ont été intégrés dans la planification divine de notre monde. Les esprits de la nature n'inventent pas les différents modèles de la nature qui sont l'œuvre de Dieu. Ils sont en fait l'essence énergétique qui contribue à leur construction. Dieu crée le plan et la forme, les esprits de la nature en modélisent la croissance et le développement. Ils sont en quelque sorte les esprits gardiens de la nature. Ils veillent sur la croissance de la nature minérale, végétale et animale. Ils composeraient la part spirituelle de la Terre avec tous ces minéraux, toutes ces pierres, toutes ces montagnes, toutes ces forêts et plantes, toutes ces rivières et fleuves. De par la nature énergétique, on peut dire que les esprits de la nature habitent la matière et les éléments qui la composent, qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est pourquoi ils sont fréquemment appelés élémentaux. Ils ont un corps fait de pure énergie, lumineux. Ils se fondent avec l'environnement naturel dont ils adoptent la forme et la couleur. Voilà pourquoi il est très difficile de les voir. Tous ces élémentaux vivent sur la Terre mais dans une dimension différente de la nôtre. Et comme elle vibre plus vite que la matière dense, ses habitants ne peuvent être vus que par la plupart des humains. Car ils ne peuvent pas être vus, ils sont invisibles à l'œil des humains. La matière dans laquelle les esprits de la nature peuvent se manifester s'appelle l'éther. L'éther, c'est un monde dans lequel les manifestations vibrent sur une fréquence qui n'est pas en général visible, audible et palpable par les sens des humains. Ces élémentaux qui contribuent à la croissance et au développement de la nature minérale, végétale et animale vivent dans une dimension parallèle à la nôtre, mais qui interpénètre la nôtre. Ils peuplent la dimension astrale assez proche de la sphère terrestre. Ces esprits de la nature, dits élémentaux, sont répertoriés en 4 catégories correspondant aux 4 éléments de la création qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Et les créatures qui allument ces 4 éléments de la création avaient fini par intégrer le folklore mythologique de nos civilisations. À une époque fort éloignée, l'homme pouvait ressentir la présence de ce monde invisible, mais le progrès technologique et le matérialisme grandissant a progressivement fait disparaître cette empreinte invisible de la création. Parmi ces élémentaux, on trouve ceux qui animent l'activité de la croissance de la terre et des minéraux. Nous avons les gnomes, les lutins, les farfadets et les trolls. Les gnomes masculins et les gnomides féminines sont des êtres de petite taille, massifs et doués d'une grande force. Ils sont en général vêtus comme des paysans, ils sont barbus et ridés, pour les gnomes surtout. Ce sont des travailleurs peu portés sur la coquetterie. Ils habitent les entrailles de la terre, dont ils sont les gardiens. Ils veillent sur les trésors souterrains, vous savez, le métaux, pierres précieuses et tout ça. Ce sont d'excellents forgerons et orfèvres. Viennent ensuite les élémentaux de l'air qui sont les sylphes. Les sylphes masculins et les sylphides féminines sont des êtres de toute petite taille, gracieuses, diaphanes, fins et élancés, très rapides dans leurs mouvements et portent des ailes transparentes comme celles des insectes. Leurs apparences dégagent une impression de joie et de lumière.
Ils peuvent aussi apparaître sous la forme de nuages condensés, hein. Ils sont curieux de nature et ils s'amusent à modeler les nuages selon les pensées humaines qu'ils perçoivent. Ils habitent dans le ciel, les vents et les tempêtes et les nuages. Ils font se lever les vents et les tempêtes. Nous avons après les élémentaux de l'eau, qui sont les ondines et les vouivres. Les ondines sont des êtres de taille humaine, hein, d'une beauté assez extraordinaire, hein, qui se présentent sous la forme de jeunes femmes, hein, portant parfois une queue de poisson, hein, de belles robes, des cheveux souvent longs et bleus. Elles habitent dans les lacs, les rivières, les océans et les sources d'eau. Enfin, je terminerai par les élémentaux du feu, hein, qui sont les salamandres, hein. Les salamandres sont des êtres dont l'apparence n'a rien d'humain, hein. Ce sont les élémentaux les plus éloignés des humains, hein. Elles apparaissent le plus souvent sous forme de serpents noirs qui se tiennent verticalement en se contorsionnant dans les feux de cheminée ou les éclairs lors des orages. Elles apparaissent parfois sous la forme de petits tritons en mouvement dans le feu. Les salamandres habitent dans les feux et les éclairs. Le judaïsme et le christianisme n'évoquent pas beaucoup cette empreinte invisible de la création. Par contre, la religion islamique nous en donnerait une interprétation. Ce que plusieurs perçoivent comme un monde parallèle au nôtre est appelé le monde des djinns en islam. Les djinns sont des êtres qui ont été créés avec un libre arbitre, hein, qui vivent sur Terre, dans un monde parallèle à celui des hommes. Le mot djinn en arabe est dérivé du verbe jana, qui signifie cacher ou dissimuler. Ils sont donc physiquement visibles aux yeux des hommes, comme leur nom le suggère, hein. Cette invisibilité est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes nient leur existence. D'après les théologiens musulmans, ces petits êtres invisibles qu'on appellerait djinns seraient très nombreux sur Terre. Ils vivraient dans notre entourage le plus proche, formant une race intermédiaire entre les hommes et les anges. Certains seraient bons, serviables et secourables, alors que d'autres seraient foncièrement méchants, ne chercheraient qu'à nuire ou à jouer des mauvais tours aux humains. Certains de ces djinns ne chercheraient pas toujours à nous nuire, hein, mais par nature ils sont un mauvais plaisantins. L'un de leurs jeux favoris est de faire disparaître les objets. Ils ont le pouvoir d'entraîner les objets qu'ils touchent dans un champ de fréquence vibratoire où ces objets se dématérialisent. Ils rendent l'objet invisible et peuvent le déplacer vers un autre endroit. Je pense que beaucoup d'entre vous ont un jour ou l'autre vécu cette expérience. L'objet que vous avez posé à un endroit bien précis a disparu comme par enchantement. Vous allez vous mettre à le rechercher sans vraiment le retrouver, hein. Vous n'y prêtez plus attention et voilà que quelques heures plus tard, voire quelques jours plus tard, l'objet en question réapparaît au même endroit, voire à un autre endroit. Et là, vous vous dites que j'avais bien cherché à cet endroit. Vous êtes un peu déboussolé et vous vous dites que vous n'aviez pas bien cherché. Dans ce genre de cas, vous pouvez être sûr qu'un élémental type lutin ou gnome se jouerait de vous en rendant invisibles certains de vos objets. Ils en ont le pouvoir magique. L'autre cause qui explique ce phénomène de dématérialisation de l'un de votre objet et puis rematérialisation serait due à la présence d'un esprit de désincarné qui souhaiterait entrer en communication avec vous, voire vous faire des guerpires de la maison. D'après le témoignage qui suit, la jeune femme qui raconte semble être confrontée à ce genre d'esprit de désincarné. Ces esprits peuvent exploiter l'énergie issue de l'éther universel, hein, pour dématérialiser puis rematérialiser les objets à d'autres endroits. Bon, je vous cite le témoignage. Depuis plusieurs semaines, quasiment tous les jours, des objets disparaissent. Je les cherche partout et quelques heures ou jours après, ils réapparaissent à l'endroit où je pensais bien les avoir posés. Bien à la vue. Je donne quelques exemples pour bien comprendre, hein. Je précise que je vis seul, donc personne pour cacher quoi que ce soit. Je cherche le matin une boîte rouge dans laquelle il y avait des embouts de perceuse, hein, parce que je suis bricoleuse. Impossible de le trouver, hein. Je cherche pendant 20 minutes puis j'abandonne. Le soir, je vois cette boîte bien en vue juste devant moi. Là où je l'ai cherché si longtemps, toutes les fois, je retrouve l'objet à un endroit exact où il devait être. Il disparaît et apparaît au même endroit, sauf dans l'histoire suivante. Un soir, je prends le courrier à la boîte aux lettres, hein, j'ai de la pub et une lettre. Je vois que c'est une facture de mon électricien. Je vais dans la maison, je vois toujours cette facture dans mes mains. Je pose le tout sur la table, je remarque même que c'est un joli timbre sur l'enveloppe. Je vais au salon chercher des ciseaux pour l'ouvrir, je reviens, la facture n'est plus là. Après avoir passé une heure à chercher partout dans la pièce, je craque, je me mets à pleurer et je dis à tout, oh j'en ai marre, elle est importante cette facture, je fatigue, ça suffit. Et je reviens à la boîte aux lettres. Mais sachant qu'il est impossible qu'elle y soit, puisque je l'ai ramenée sur la table, eh bien je vois la facture sur la boîte aux lettres. Et là, c'est quasiment tous les jours. J'ai l'impression que quelqu'un essaie de communiquer de cette façon avec moi, essaie de me dire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi, hein. Je ne sais pas comment faire pour comprendre, établir le contact. Là, comme vous voyez,
Là, la personne est victime d'une âme de désincarné qui souhaiterait entrer en contact avec elle par ce procédé. Puisque, comme je l'ai expliqué, l'âme de désincarné ont le pouvoir aussi de rendre invisibles les objets, voire de les déplacer. Mais en règle générale, ce sont souvent certains esprits de la nature qui s'amusent à faire ce jeu. Ils touchent avec leur énergie l'objet qu'ils dématérialisent. Ensuite, ils s'amusent un peu avec et puis reviennent le déposer au même endroit, voire quelquefois dans une autre pièce. Bon, vous pouvez le retrouver quelques heures après, voire quelques jours, voire quelques semaines, hein. Ça dépend de la motivation de l'esprit de la nature.